qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit bien qu'on veut jouer sur l'ensemble des sujets. Notons, on ne veut pas faire de jeunisme naturellement, mais que je suis le vieillard de cette table ronde, parce que vous êtes tous dans la tête, mais pas que dans la tête, et que vous êtes tous de la nouvelle génération, justement. Alors je me tourne vers le bailleur social, peut-être, qui peut être intéressé par ces questions de l'impulsion que donnent ces... Voilà, et sachant que projets. Grand Paris Habitat est aussi un acteur fondamental du sujet. Donc Manuel Flamme, sur ces questions, en même temps, opportunité formidable et en même temps aussi quand même des inquiétudes. D'abord, je voudrais rebondir sur les propos d'Ingrid et les questions qui ont été posées sur le sujet des Jeux Olympiques, parce que c'est les bonnes questions. Oui, ça m'étonne pas. Oui, mais c'était ma professeure à l'ESSEC. Ah bah oui, elle est formidable. Alors elle est vraiment formidable, on la salue. Voilà, je pense qu'il y a trois sujets importants. Le premier sur les JO, c'est évidemment le défi territorial. On a ce département de la Seine-Saint-Denis, qui est un département très dynamique, mais également très paupérisé, qui doit voir, avec l'installation des Jeux Olympiques, une opportunité incroyable de développement territorial. Et notamment, il faut bien avoir en tête la distinction de deux sites. Le premier, qui est le site de Saint-Denis-Pleyel, où il y aura le village olympique et paralympique, 3500 logements à construire dans cette perspective en 2024. Puis un deuxième site, qui est celui de Duny-le-Bourget, où on aura près de 1500 logements à construire pour accueillir le village des médias. Ces deux projets sont exceptionnels, formidables, et posent des vrais défis en termes de développement territorial. Je pense notamment à Duny-le-Bourget, notamment la commune de Duny, qui compte 74% oui, ça c'est voilà une de commune logement qui est, social, voilà. Et dont le maire, je crois, Geoffroy, est de votre couleur politique. Ça n'est pas seulement une question de couleur politique, ce qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui d'ailleurs. Et qui doit voir dans l'éclosion ou l'arrivée du village des médias une opportunité exceptionnelle. Donc, ne ratons pas, nous, acteurs du Grand Paris, l'occasion de développer ce territoire qui est extrêmement dynamique, qui est la Seine-Saint-Denis. Deuxième sujet, on a, nous, professionnels de l'immobilier, un enjeu en termes de réponse produit à apporter sur la construction de ces villages. Il va falloir y construire des logements pour une période temporaire et des logements qui ont trois caractéristiques. La première, c'est bien sûr d'en faire des logements réversibles. À cet égard, le groupe SNI a mené une expérimentation à Bordeaux, qui s'appelle le projet Brasa, où en développant une structure capable, et donc en gérant les fluides non pas sur un plan vertical, mais de manière horizontale, permet de transformer à moindre coût, même à un coût très très faible, la destination de ces unités construites. Et donc, nos logements peuvent rapidement devenir des bureaux. Ça marche donc. Ça marche. D'accord. Peuvent rapidement devenir des bureaux, des commerces et même des parkings, parce que c'est en vérité des plateaux que nous construisons dans le cadre de ce type de projet. Cette structure capable, offrant des logements réversibles, c'est bien sûr une solution à promouvoir dans le cadre de la construction des deux villages olympiques. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, excusez-moi, un sujet de prix, c'est qu'on le fait dans le logement social. Et que cette structure capable, ces logements réversibles, ils sont construits pour y loger des personnes qui sont sous conditions de ressources. Deuxième grand enjeu en termes d'offres produits, c'est bien sûr de construire Ingrid en a parlé, des logements qui sont écologiques, éco-responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, on doit promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés. Là aussi, le groupe SNI a, notamment dans la région Occitanie, une résidence qui s'appelle les Magnolias à Toulouse, construit une résidence 100% matériaux biosourcés. On a gagné un certain nombre de prix sur le sujet, mais c'est une première réponse, c'est possible. On est capable de créer des volumes importants avec des matériaux biosourcés qui respectent, dont l'empreinte carbone, dans le cadre du procédé constructif, est extrêmement faible. Mais également des ensembles immobiliers dont les émissions sont particulièrement maîtrisées et qui sont globalement BBC ou RT 2020. Peu importe, en tout état de cause, on a la capacité aujourd'hui, nous, professionnels, de proposer des solutions particulièrement éco-responsables. Je crois que les Jeux Olympiques doivent être un moment, un laboratoire pour construire des logements de ce niveau de qualité écologique. Et puis, le troisième défi qui se pose, c'est celui de garantir un héritage intelligent. Là aussi, on a commencé à en parler. Quel est le vrai enjeu d'un point de vue immobilier sur les Jeux Olympiques? Ce n'est pas la gestion des 8 semaines
où on va accueillir les athlètes et les un médias. Un peu aussi quand même. Hein. Bien sûr, mais c'est surtout les 25 années qui suivent et la gestion de l'héritage. Bien sûr. Et donc, il va falloir être capable de proposer des structures temporaires accueillant de manière définitive des hommes et des femmes qui vivront dans des logements dont le parcours résidentiel est assuré. Et c'est bien sûr du logement social, du logement intermédiaire et du logement libre en accession qu'il faut aller construire sur ces territoires. Là-dessus, nous, au sein du groupe SNI, parce que nous sommes le seul opérateur en vérité à offrir une offre sur toute la gamme du parcours résidentiel, on a bien sûr un rôle essentiel. Il fait bien sa pub en même temps, il est formidable. Ça, vraiment. Je salue d'ailleurs les collaborateurs. Mais absolument, nous les saluons. Le dernier point sur... non mais c'est important, défi territorial, défi de produit, et puis évidemment cette gestion de l'héritage qui constitue un sujet important. Alors nous, évidemment, on a en tant qu'opérateur cette proposition. On est aussi, ne l'oublions pas, une filiale à 100% de la Caisse des dépôts. Nous ne l'oublions pas. Et c'est la Caisse des dépôts qui va contribuer à l'aménagement de ce territoire, de cette zone. Et là-dessus, il est important que l'établissement public, notre actionnaire, ait conscience des enjeux qui accompagnent ce projet sur la décennie qui vient. On travaille avec les équipes de la Caisse pour précisément fournir de l'expertise à la Solidéo qui va aménager ce site. Et c'est in fine, pour répondre à la question initiale, in fine un projet hyper enthousiasmant. Parce que ce territoire de Seine-Saint-Denis, qui est un territoire où sont posés tous les défis, c'est aussi le territoire où tous les paris sont lancés. On parle du Grand Paris Express, on a tous en tête la carte du Grand Paris Express, on voit bien que tout va être modifié, c'est notre responsabilité à nous de se jeter dans ces investissements en le faisant avec les contraintes qu'on s'est posées. J'aime bien la conclusion enthousiasmante parce que c'est vrai qu'on est enthousiasmé. On pourrait peut-être demander au promoteur... Ruggieri, absolument. Est-ce qu'il est enthousiasmé ? Plutôt oui. De nature, mais... de nature d'abord. Voilà. Alors moi qui suis le moins jeune des jeunes, j'ai appris dans mes 25 ans de carrière dans l'immobilier... Mais non. qu'à la suite de tout ça, il reste ce qu'on fait et pas ce qu'on a dit. Et ce qu'on fait, et puis dans quel délai on le fait. Pour moi, il y a 3 sujets qui sont primordiaux dans le Grand Paris. Un sujet quantitatif, lié à la démographie et à l'emploi, je vais y revenir. 2, un sujet qualitatif. Quel logement, pour qui et à quel prix? Effectivement, je rejoins Emmanuel Cos, et à quel prix, sinon on parle de rien. Et ensuite, un sujet de calendrier. Pour parler du calendrier, je disais, il reste ce qu'on fait et pas ce qu'on a dit. Il y a 50 ans, et je n'étais pas encore né, c'est vrai, en 1967, en même temps que naissait la VEFA, le général de Gaulle, depuis le plateau de Saclay, lançait le Grand Paris. Il me semble que ce n'est pas allé très très vite. Oui. Donc je lance aux politiques que vous êtes, je lance aux politiques l'idée qu'il y a 50 ans, ça a été lancé. Il y a 10 ans, c'est vrai, Nicolas Sarkozy a relancé le Grand Paris et c'est peut-être là qu'il y a eu une impulsion et avec son tempérament, on le sait, il a relancé quelque chose et il faut lui en être gré, mais c'est pas allé très vite quand même. C'est allé très vite dans les 2-3 dernières années avec Philippe Yvain, avec la Société du Grand Paris, et puis la métropole du Grand Paris avec Patrick Ollier. Et là, chapeau, en 3 ans, tout le monde s'est réveillé et ça a été formidable. Il ne faut pas oublier, je disais, le sujet quantitatif. La démographie. La démographie, j'en parlais tout à l'heure avec Michel Mouillard. À chaque fois, vous basez, les politiques, et c'est important parce que les schémas d'aménagement en quantité, les objectifs qu'on se fixe en nombre de logements, sont basés sur l'hypothèse médiane de l'INSEE en termes démographiques. Et à chaque fois, depuis 20 ans, c'est l'hypothèse haute qui se réalise. Et forcément, il ne faut pas s'étonner que le prix du logement monte quand à chaque fois on prévoit que c'est l'hypothèse médiane qui se réalise et que c'est la haute, et donc il y a plus de gens pour un peu moins de logements. Et je vais dire à Emmanuel Cos quelque chose, excusez-moi de vous rectifier, mais ça m'a fait bondir. Vous dites, il y a des opérateurs dans la salle qui auraient intérêt à ce que les prix du logement montent, mais pas du tout. Nous, on a intérêt à ce qu'ils restent bas. Plus ils sont bas, plus c'est facile à vendre. Ça dépend desquels, peut-être, Jean-Philippe. Nous ne sommes pas spéculateurs. Les promoteurs travaillent sur des flux. Je ne stocke pas les logements que je produis pour attendre qu'ils les prix montent et les revendent. Je ne les construis que si je les ai vendus. Et je ne les ai vendus que si les gens ont les moyens de les acheter. Donc, extrêmement important. Et je rappelle que les promoteurs, Nexity, mais tous les autres, produisent dans leur production, il y a 20 à 30% de logements qui sont du logement social qu'on fait, et pour le dire pudiquement, parce que j'ai un client à côté de moi, c'est pas vraiment un business. Hein. On ne gagne pas d'argent avec ça. C'est une clé. Vous ne gagnez pas d'argent avec la SNI, mais c'est...
Ah bien sûr que si, quand même. Emmanuel, bien sûr que si. Le logement social est une clé pour réaliser les opérations, mais la vente de ces logements sociaux fait partie du jeu, et je le trouve bien, parce que je suis comme vous, je suis très attaché au prix, qu'il soit du logement très social, à l'accession sociale à la propriété, jusqu'à l'investissement locatif. Donc je reviens sur le sujet quantitatif, il est extrêmement important. Regardez la démographie, prenez pas l'hypothèse basse à chaque fois dans vos objectifs de construction, et peut-être qu'à la fin j'aurai une proposition à vous faire. Oui. Le sujet qualitatif, pour qui, où, et j'allais dire à quel prix. D'abord, pour qui et quel logement? Je ne sais pas pourquoi, et sans doute je rejoins Geoffroy sur le sujet parfois de l'urbanisme et du logement, qui est un sujet très électoraliste. Je ne sais pas pourquoi tous les maires de France s'imaginent que les logements familiaux 4 et 5 pièces sont occupés par des gens qui vont voter pour eux, alors qu'en France, 63% de la population est composée de ménages où il y a une personne qui est seule ou un couple sans enfants. Et donc il va falloir m'expliquer pourquoi on veut absolument faire que des 4 pièces et des 5 pièces partout en France. Et donc ce sujet quantitatif et qualitatif est extrêmement important, parce que la vie des gens dans la démographie a changé quantitativement, mais dans la façon de vivre également. Et nous, chez Nexity, parce qu'on ne fait pas que de la promotion immobilière, on fait des services, on observe que de 3 ou 4 vies immobilières, on va dire, on en a 10. Parce qu'on vit un peu plus longtemps en dehors de ses parents et sans se marier, puis on se marie, on divorce, on se remarie pas tout de suite, puis on se remarie, puis on redivorce. Il y a des enfants en ménage composé. Ce n'est pas qu'une expérience personnelle, Pascal. Non, moi je ne dis rien. J'entendais le on, donc je voyais bien que c'était neutre. Et donc, ces parcours résidentiels, ils correspondent à la vie des gens. Et avant les dispositifs, avant l'urbanisme, il y a la vie des gens qui compte. Et ensuite, les moyens de ces gens-là. Les moyens, Emmanuel le rappelait, 1 900 € en moyenne en Ile-de-France. Enfin, tenons compte de tout ça. Et je le dis aussi pour les appels à projets, les consultations, qui sont parfois un concours l'épine de l'idée la plus créative, certes, mais parfois la plus coûteuse, où seuls certains d'entre nos clients, la frange, le dernier décile le plus aisé peut acheter ça. Il faut être attentif à ça, c'est très important. Sinon, vous aurez des ennuis, et nous aussi, on aura des ennuis. Oui. Dernier sujet, je disais, le calendrier. Il faut aller vite. Je disais 1967, 2007 pour relancer. C'est cette année vraiment que ça part. Allez vite. Allons vite, et moi je suis d'accord pour aller vite, c'est bien pour ça qu'on a choisi ce sujet, et je pense que plus que jamais il faut vraiment aller vite là-dessus. Alors le plus jeune, j'ai l'impression que le plus... Enfin voilà, moi je suis le plus vieux, mais j'ai pris le plus jeune à côté de moi. Et en plus il est plus grand. Robert Rivaton, Paris Région Entreprise. Qu'est-ce qu'on, même si le logement n'est pas le seul sujet pour vous, d'assez loin, pour vous c'est quoi l'enjeu fondamentalement des années qui viennent? Donc Paris Région, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Paris Région Entreprise est l'agence d'attractivité de l'Île-de-France, avec donc pour mission de faire venir les investisseurs internationaux sur ce territoire. En 3 points très rapidement, le premier point que j'aimerais évoquer, c'est de dire effectivement que Paris est une ville-monde. On l'oublie parfois, on est à se comparer avec Francfort, Dublin ou Amsterdam. Paris fait partie de la dizaine de grandes villes à l'échelle du monde en termes de population. En termes de création de richesse, c'est la 4e aire urbaine au monde en termes de création de richesse, après Tokyo, New York et Los Angeles, à égalité avec Londres. C'est une ville qui est aujourd'hui la 4e destination des investisseurs internationaux en volume d'investissement dans l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui compte à l'échelle du monde, c'est un territoire qui est très important. Il se singularise, si je prends la question du logement, par quelque chose, c'est qu'en fait il a les prix de l'immobilier résidentiel les plus bas des 10 métropoles dont j'ai évoqué, mais de très très loin. Ça on le rappelle jamais. On parle du prix de l'immobilier, c'est le plus bas du plus bas. Je vous invite à aller voir à Mayfair. Mayfair à Londres, c'est 2 arrondissements parisiens. Ça vaut 45 000 € du mètre carré. À Manhattan, j'ose même pas vous dire les prix. Je ne paierai pas à Tokyo, à Shanghai ou même à Singapour. Paris a aujourd'hui. On parle quand même des quartiers les plus chics là. Hein, mais... Vous pouvez sur la moyenne, vous prenez en moyenne l'intégralité du dernier chiffre qui a été donné pour la moyenne du Grand Paris, c'est 5 000 € de production de mètre carré de production neuve. Vous n'avez aucun métropole de cette taille-là qui arrive à ce prix-là. Donc
Est-ce que c'est grâce à notre politique du logement? Je ne pense pas, malheureusement. C'est plus grâce à d'autres choses. C'est que le territoire a malheureusement été moins attractif ces 15 dernières années que ses concurrents. En termes de population, on a parlé, mais Londres a une croissance démographique, le Grand Londres, hein, une croissance démographique supérieure à l'Île-de-France de quasiment 80% les 15 dernières années. En termes aussi surtout de gens qui tirent la demande, on parlait de pourquoi les prix s'envolent. Les prix s'envolent parce que la plupart de ces grandes métropoles sont le creuset des endroits où vous avez le plus d'inégalités entre des gens qui sont très riches et malheureusement des gens qui le sont beaucoup moins. Et aujourd'hui, Paris, le Grand Paris dans son ensemble, a vécu un phénomène d'exode extrêmement fort des personnes les plus aisées de ce territoire, et donc qui a contribué en fait à maintenir les prix à des niveaux plus raisonnables. Donc est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Personnellement, mon choix est assez rapide et assez clair. Je pense qu'il vaut mieux avoir quand même des gens qui puissent avoir les capacités, y compris d'acheter de l'immobilier résidentiel à des prix élevés, parce que de facto, ça sert derrière à avoir des effets positifs sur l'intégralité du territoire. Le troisième point, et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de cette quinzaine d'années où malheureusement on a eu une atonie du territoire, liée en partie aussi au phénomène de l'absence de concrétisation ou d'avancée sur le Grand Paris, à un moment où l'ensemble des autres métropoles avançait très vite, hein, du fait d'un schéma institutionnel plus simple, plus clair, de décisions politiques plus rapides. Aujourd'hui, on arrive enfin à rentrer dans cette phase où les astres s'alignent. On a cité quelques événements. Je rajouterai au Grand Paris Express une infrastructure comme le CDG Express, qui, pour le coup, doit beaucoup à Aéroport de Paris, et qui a quand même permis de connecter l'aéroport, qui est cette infrastructure essentielle, au centre-ville. On a des très bonnes nouvelles qui s'offrent devant nous, avec des conséquences effectivement qui peuvent être très, très simples. Ces conséquences, c'est est-ce qu'on refuse par nature que Paris ressemble aux autres villes? Est-ce qu'on exige que Paris soit différente des autres villes, et à ce titre-là, n'accueille pas à certains endroits des quartiers résidentiels qui seront sans doute haut de gamme? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit aujourd'hui capable d'assumer ce phénomène-là. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut refuser d'avoir une politique résidentielle offensive, d'avoir une politique résidentielle qui permette de loger l'ensemble des habitants, qui permette de sortir des ghettos urbains, comme l'a dit Geoffroy, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on doit avoir une politique immobilière ou résidentielle qui tout d'un coup se mette à bloquer, à figer et à empêcher l'arrivée de personnes qui vont avoir un effet positif sur ce territoire. On parlait du Brexit, donc nous on a la chance ou le devoir d'aider à la relocalisation d'un certain nombre de professionnels des services financiers, des banquiers, des traders qui opéraient à Londres, qui opéraient dans d'autres capitales mondiales. Quand ils se posent la question à Paris, ils se posent des questions sur le parc résidentiel parisien, et il faut qu'on soit en même de leur offrir aujourd'hui des résidences dont ils ont l'opportunité de trouver dans d'autres destinations. Et on ne parle pas seulement que de professionnels les plus aisés. Quand on voit aujourd'hui la façon dont l'immobilier résidentiel est en train de se réinventer à Londres autour du co-living, avec des immeubles qui sont de plus en plus dédiés à des communautés de personnes, qui sont de plus en plus dédiés avec des services associés, aujourd'hui, nous en France, on a besoin aussi de reconstruire un immobilier qui soit compétitif à l'image de ce qu'on est en train de vivre à Londres ou à New York. Et si on n'est pas capable d'offrir ces services-là, si on n'est pas capable d'offrir cet immobilier résidentiel à l'achat, mais aussi à la location. Il faut bien voir que Paris se singularise aussi par un phénomène qui est un peu de surpropriété, en tout cas de propriété plus importante que ce qu'on retrouve dans d'autres métropoles, notamment Londres et New York. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un immobilier qui, si on veut que Paris soit aussi compétitif que les autres villes, ressemble aussi un peu à celui des autres villes.